Salut tout le monde, alors aujourd'hui on verra comment on va former de l'acétate éthyle, à partir de quoi et comment on va faire. Alors bien sûr l'acétate d'éthyle qui reste un élément aussi très important, utilisé par exemple dans les parfumeries, pardon, les produits parfumés, etc. Donc, on va voir notre réaction qui va nous donner l'acétate d'éthyle. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre dans notre milieu réactionnel pour avoir au final l'acétate éthyle? Alors, c'est simple, c'est trop simple. Alors, pour avoir notre acétate d'éthyle, on doit mettre notre fameux acide, donc ce qu'on appelle éthanoïque, voilà, qu'on connaît très bien. Donc, CH3COH, normalement, on le connaît. Bon, je m'excuse ici. Donc, CH3COH, on met ça. Et on additionne avec notre acide de l'éthanol, ça veut dire donc H3C, CH2OH. Voilà. Alors on va avoir au final notre ester sous cette forme. Donc H3C, c'est l'ester, c'est l'acétate d'éthyle, c'est ce qu'on veut avoir, c'est le résultat si vous voulez. Donc c'est notre grand produit, CH2 et ici CH3. Et on aura donc la molécule d'H2O libérée. Très bien, donc c'est ça la réaction. Donc si on va résumer, on peut l'écrire sous cette façon. Donc c'est du CH3COH qui va réagir avec un alcool et qui va donner au final donc l'ester. Alors avec libération bien sûr de la molécule d'H2O. Très bien. Donc on a compris la réaction maintenant. On a compris qu'on va mettre un acide faible avec l'alcool qui va nous donner au final l'ester et il va libérer bien sûr la molécule d'H2O. Alors cette réaction qu'on est en train de décrire ici, elle se déroule dans un milieu réactionnel précis. Et ce milieu réactionnel doit répondre à certaines conditions. D'accord? Donc comme nous l'avons vu dans la saponification. Alors, cette condition, elle est basée sur tout simplement ce dispositif à reflux, ou bien ce qu'on appelle le montage à reflux, qu'on va essayer de décrire. Voilà. Alors, ce montage à reflux, déjà, il est composé de mon ballon rodé, bien sûr, dans lequel il existe le milieu réactionnel, ça veut dire dans lequel la réaction que nous avons déjà décrite précédemment va se dérouler. Et à ce niveau-là, on a bien sûr le milieu dans lequel l'eau va rentrer et dans lequel l'eau va sortir pour refroidir. Voilà. Donc ici, l'eau entre. Voilà, elle va acheminer à ce niveau-là pour sortir au final. Et le but, c'est bien sûr de réfrigérer. Donc le but, c'est réfrigération. Donc c'est un système de refroidissement, si vous voulez, qui va avoir lieu. Alors pourquoi on a ce système de refroidissement? C'est parce que ici, on a exercer une chaleur, vous remarquez très bien, alors à ce milieu réactionnel. Et ce milieu réactionnel donc, va subir un phénomène d'ébullition et ébullition va donner donc tout simplement quelques vapeurs. Et ces vapeurs vont sortir. Et ces vapeurs sont quoi? Sont constituées de la matière. Donc ils sont constitués d'une matière. Ils sont constitués des produits et de réactifs que nous avons utilisés. Donc on ne veut pas les perdre dans le milieu extérieur. On ne veut pas perdre nos produits et nos réactifs dans le milieu extérieur, n'est-ce pas? Et donc on doit vraiment faire face à ça. Alors comment on va faire face à ça? On va donc bien sûr établir ce système de refroidissement. L'eau va rentrer, elle va sortir, donc l'eau elle est froide, elle va réagir avec ces vapeurs. Donc ces vapeurs, quand elles vont réagir avec un élément froid, ils vont se liquéfier une nouvelle fois. Donc on aura un phénomène de liquéfaction. Et ce phénomène de liquéfaction, donc ils vont être sous forme liquidienne, comme ici. Et puisqu'elles vont être sous forme de liquidienne, elles vont revenir à leur lieu initial, ça veut dire au milieu réactionnel. Et comme ça, on ne va pas perdre notre matière. Et aussi, bien sûr, pour faire face à quelques, bien sûr, libérations, si vous voulez, de gaz qui peuvent être nocifs. Très bien. Alors, aussi, vous remarquez souvent que, donc, ici, vous avez une forme de boule, comme ça, de boule comme ça.
Jusqu'à la fin, hein, ok, c'est des boules. Bon, c'est pas vraiment bien schématisé, mais donc c'est comme ça. Donc c'est des boules, comme ça. Alors pourquoi on fait ces boules ici? Alors tout simplement, c'est pour augmenter l'espace d'échange entre les vapeurs et l'eau froide. Pourquoi? Parce que tout simplement, les vapeurs, quand elles vont avoir un espace un peu plus grand, plus important, donc elles vont se liquéfier plus efficacement, si vous voulez. Et donc voilà, donc pour augmenter les surfaces d'échange et donc pour augmenter l'efficacité de ce système de refroidissement. Très bien. On ajoute aussi dans notre milieu réactionnel de l'acide sulfurique. Alors l'acide sulfurique n'est pas un produit et n'est pas un réactif sulfurique. C'est-à-dire qu'il ne va pas participer dans la réaction, c'est juste un catalyseur. Et le catalyseur, il a pour fonction, c'est comme la chaleur ici, il a une fonction donc d'accélération de la réaction. Donc il accélère la réaction. Parfois, on met bien sûr notre ballon rodé, ça veut dire notre milieu réactionnel dans un bain froid. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement, c'est pour justement un petit peu modérer et contrôler cette chaleur. Parce que déjà, la réaction est déjà exothermique, ça veut dire qu'elle déjà produit une chaleur. Et ensuite, déjà, on est en train d'additionner une chaleur ici, donc ce qui peut augmenter la température à un degré qui n'est pas vraiment favorable, un degré qui peut être indésirable, ça veut dire qu'il peut détruire nos réactifs, détruire nos produits et nous donner une réaction pas vraiment la réaction qu'on veut avoir. Et ensuite, on aura aussi une ébullition très importante qui peut dépasser la capacité de ce système de refroidissement. Et donc, on aura une perte de matière, etc. Donc, pour éviter tout ça, on met notre milieu dans le bain froid, tout simplement, pour refroidir donc un petit peu cette réaction, pour un petit peu agir contre les effets indésirables de la chaleur. Très bien, donc j'espère que ça a été très clair pour le montage à reflux. Alors maintenant, on va voir comment purifier notre produit. Alors comme vous le savez, encore une fois, je répète, je vais réécrire notre équation. Donc on a notre CH3COOH et qui va réagir avec C2H5OH, ça veut dire avec l'alcool. Et d'une manière réversible, il va nous donner bien sûr notre ester, d'accord? Et la molécule d'H2O. Alors il faut savoir très bien que puisque c'est une réaction qui n'est pas complète, puisque c'est une réaction réversible, ça veut dire que à l'état final, donc quand la réaction va finir, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mon ester, oui certes, mais mon ester ne serait pas pur. Ça veut dire que je ne vais pas avoir l'ester seul. Je vais avoir l'ester avec ce C2H5OH et avec ce CH3COH et avec l'H2O. Et donc ça, c'est pas vraiment ce que je veux avoir. Moi, je veux avoir uniquement l'ester. Je veux pas avoir l'alcool, je veux pas avoir l'acide. D'accord? Mais c'est pas le cas. La réalité, elle dit autre chose parce qu'on est dans une réaction qui n'est pas complète. Donc, automatiquement, c'est pas tous les éléments de l'acide qui vont se transformer en ester. C'est pas tous les éléments de l'alcool qui vont se transformer de l'ester. Donc, il va rester quelques éléments d'alcool et d'acide qui vont rester avec l'ester, et bien sûr avec les molécules H2O. Et donc, comme ça, mon ester ne va pas être pur. Et donc, pour le purifier, je dois faire des étapes de purification. Et ces étapes de purification vont se dérouler en trois étapes importantes. La première étape, alors c'est ce qu'on appelle une étape de séparation. Alors on verra comment ça se déroule. Alors cette étape de séparation, bien sûr, on utilise tout simplement de l'eau salée ou bien de l'eau, soit dans l'eau ou bien de l'eau salée. Ou bien de l'eau salée, hein. Ok, vous pouvez utiliser aussi l'eau salée ou eau salée. Alors pourquoi on utilise de l'eau ou de l'eau salée? Alors, tout simplement parce que, écoutez-moi très bien ici, parce que cet acide et cet alcool ont une solubilité très importante dans l'eau ou bien dans l'eau salée par rapport à l'ester qui a une solubilité faible. Ça veut dire qu'il est faiblement soluble
au niveau de l'eau ou bien de l'eau salée. Donc je vais profiter de cette très grande différence entre ces deux réactifs et entre l'ester, entre ces deux éléments et l'ester. Et donc comme ça, je vais pouvoir séparer. D'accord? Parce que tout simplement, le CH3COH et C2H5, ils vont être sous forme donc liquidienne et ils vont se solubiliser et l'ester il va être moins soluble que ces deux éléments et donc je vais avoir la possibilité de séparer entre ce qui est moins soluble et ce qui est plus soluble et comme ça je vais pouvoir séparer l'ester du reste et donc c'est pour ça qu'on utilise de l'eau ou bien de l'eau salée. Alors on va bien sûr notre opération doit être munie de ce qu'on appelle donc l'ampoule à décompter. Je vais vous montrer. Alors, alors voilà, elle est là. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'ampoule à décompter. Cette ampoule, c'est juste uniquement, c'est pour séparer deux phases, voilà, qui sont différentes en matière de densité. Alors automatiquement, bien sûr, vous remarquez très bien que au niveau de la phase inférieure, donc on va avoir tout ce qui est aqueux, tout ce qui est ionique, donc tout ce qui a une densité plus importante. Et ici, on va avoir donc notre ester au niveau de la phase supérieure. Et comme ça, on va pouvoir séparer entre les deux phases, d'accord? Donc ici, tout ce qui est aqueux, ionique, etc. Donc on pourra s'en débarrasser de ces éléments ioniques, de ces éléments aqueux, et on aura uniquement l'ester au niveau de la face supérieure, et donc on pourra le tirer, le chasser, et donc c'est comme ça qu'on va le séparer. Ensuite, on va faire une deuxième étape. Donc cette première étape, bien sûr, elle va nous servir dans la séparation, mais la deuxième étape, c'est pour confirmer la purification, c'est pour purifier mieux et d'une manière plus nette et plus vraiment, vraiment plus efficace. Alors, deuxième étape, c'est ce qu'on appelle une étape de lavage. Ça veut dire qu'on va laver. Alors, dans l'étape du lavage, qu'est-ce qu'on va faire? On va un petit peu cibler cet acide de CH3COH. Parce qu'il va rester un petit peu d'acide CH3 et COH, malgré tout ça, il va rester un petit peu de CH3COH lié à l'ester. Donc on veut bien sûr s'en débarrasser de ce CH3COH qui est avec l'ester. Donc comment on va faire? On va additionner à ce CH3COH un élément qui va bien sûr nous être utile pour expulser, si vous voulez, le CH3COH. D'accord? Donc puisque le CH3COH, c'est un acide, donc on va additionner à cet acide quoi? On va additionner une base. Et cette base serait la CO3-. Alors, il faut savoir très bien que le couple ACO3-, alors il a son acide conjugué, ce qu'on appelle le CO2, d'accord? C'est ce qu'on connaît très bien, et le CO2 liquéfié, d'accord? CO2 avec H2O. Alors au final, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on va avoir bien sûr l'éthanoate, CH3CO-, parce que ce proton H+ de l'acide, il va être donc libéré, il va se fixer, si vous voulez, entre parenthèses, sur la base, et on aura bien sûr donc l'acide conjugué de cette base HCO3-, qui est le CO2 H2O, liquéfié. Alors pour le CO2, comment on va éliminer le CO2? Donc c'est tout simplement par l'agitation. Donc on agite, on agite, on agite, et cette agitation nous sera utile pour libérer le CO2 sous forme gazeuse. On a transformé le CH3COH en CH3CO-, c'est bien. Voilà, donc on peut maintenant se débarrasser du CH3COH. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que je vais faire avec le CH3CO-? Alors c'est simple, le CH3CO-, il est encore plus soluble par rapport au CH3COH. Donc, il est encore plus soluble. Ça veut dire que la séparation du CH3, pardon, CO- serait plus facile par rapport à la séparation du CH3COH. Et comme ça, on pourra séparer tout simplement et éliminer ce CH3COH encore plus facilement parce qu'il va se transformer en CH3CO-. Et le CH3CO-, il est encore plus soluble. Donc, il est plus simple à être séparé. Donc, ça, c'est la deuxième phase. C'est la phase du lavage. Troisième phase, et c'est la dernière phase. Donc, dans cette troisième phase, c'est bon, je pense qu'on avait visé le CH3COH très bien dans la phase du lavage et dans la phase de séparation. On a visé aussi l'alcool dans la phase de séparation. Ça veut dire qu'on a séparé l'alcool, on a séparé l'acide. Maintenant, il nous reste quoi? Si on revient à notre équation, il nous reste quoi? C'est bon, on a éliminé le CH2CO,
H5OH, on a éliminé le CH3COH, mais il nous reste la molécule d'H2O. Ça veut dire que mon ester, il va être humidifié. Mon ester, il va être humidifié, il va être humide. Et moi, je veux pas un ester humide, je veux avoir un ester sec. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'étape de séchage. Ça veut dire qu'on va se débarrasser de la molécule d'eau. On va donc tout simplement sécher. Voilà, donc sécher. Pour cette phase de séchage, je vais appeler un élément qu'on appelle le sulfate de magnésium. Donc sulfate de magnésium anitre. Alors, cet élément est très important pour sécher parce qu'il a une très grande affinité pour l'eau et il absorbe l'eau. Donc c'est un grand absorbateur de l'eau, il a une grande affinité pour l'eau, donc voilà, il va absorber de l'eau. Voilà, donc il absorbe de l'eau. Et comme ça, je vais avoir un ester qui est sec, qui est net et qui est pur. Voilà, donc il absorbe de l'eau. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Il a une grande affinité pour tout ce qui est humide et donc il va absorber de l'eau. Alors, pour le rendement de cette réaction, alors je vais vous donner quelques conditions et comme ça, on pourra bien sûr déduire le rendement. Alors, au final, bien sûr, vous allez pouvoir mesurer le volume de votre ester parce qu'au final, vous allez chasser votre ester et donc vous allez bien sûr pouvoir en déduire son volume. Disons que son volume égale à 24 millilitres. Alors ça c'est super, vous avez par exemple trouvé le volume de votre ester à 24 millilitres. Vous avez aussi le ρ, ce qu'on appelle la masse volumique de votre ester. Par exemple c'est 0,924 grammes par millilitre. D'accord. Et donc pour avoir la masse de votre ester, donc tout simplement vous allez multiplier ρ, la masse volumique, fois le volume de l'ester. Donc, c'est 0,924 fois 24, parce que c'est déjà sur millilitres. Donc, fois 24, il n'y a pas de souci. Et on aura notre masse en grammes, d'accord, de notre ester. Une fois qu'on va pouvoir détecter la masse, on va pouvoir aussi détecter la quantité de matière de mon ester. Parce que la quantité de matière de mon ester, c'est la masse de l'ester divisée par le grand M de l'ester. Alors ici, on va calculer une minute pour calculer. Donc 0,924 multiplié par 24, ça va nous donner 22,176. Hein. Donc grammes. Alors 22,176. Si vous allez la diviser par grand M, ça veut dire la masse molaire de l'ester, qui est de 88,11. Vous allez tout simplement avoir votre quantité de matière en mol. Et donc, comme ça, vous allez savoir quelle est la quantité de matière de votre ester qui est déjà formée. Donc, ici, nous avons 0,25 mol. Voilà. Alors ça, c'est grand M pour que vous ne mélangez pas. Alors, M, voilà, ça c'est grand M, c'est la masse molaire de l'ester, bien sûr. Ok? Alors, ça c'est l'ester obtenu, c'est pas l'ester magique, c'est pas ce que je veux avoir, ok? C'est pas l'ester maximal, parce qu'on n'oublie pas que nous avons notre réaction, CH3COOH plus HCO3-. Alors, on va pas s'intéresser à l'eau, ça nous intéresse pas. Je vais écrire uniquement l'ester. Donc, ça va vous donner l'ester. Alors, à l'état initial, vous aviez ici Ni et ici Ni et ici 0, mais à l'état final, vous allez avoir Ni moins XF, et ici Ni moins XF, et ici XF. Mais XF ne serait jamais égal à Ni parce que ce n'est pas une réaction complète. Donc c'est ça la réalité. Alors pourquoi? Parce que ce n'est pas toute la quantité de matière qui va se transformer, c'est uniquement une petite partie de la quantité de matière. Excusez-moi, là, c'est pas le ACO3-, c'est l'alcool, hein, bien sûr. Ici, c'est l'alcool. Éthanol, bien sûr. C'est de A5OH. Alors, je vous ai dit que ce n'est pas toute la quantité de matière
donc de l'acide et de l'alcool qui va se transformer en ester. Ça veut dire X final serait toujours inférieur à Ni. Donc automatiquement, dans le rêve, ce que je vais avoir, c'est normalement Ni moins X max. Donc c'est ça le maximum de ma réaction. Et ça serait égal à zéro. Ça veut dire que normalement, il ne serait plus du CH3COH et il ne serait plus d'alcool. Ça veut dire que tout va disparaître et tout va se transformer en ester. Donc ça, c'était dans le monde parfait. Hein, ok. Donc mon Ni va être égal à X max. Ça veut dire, si on prend par exemple Ni 0,3 mol, donc X max de l'ester, ça veut dire la quantité la plus grande, la quantité maximale que je peux avoir de mon ester, c'est bien 0,3 mol. Mais la réalité dit autre chose. La quantité que j'ai eue de mon ester, c'est 0,225. Donc le rendement, c'est tout simplement la réalité divisée par le rêve. Donc c'est 0, c'est ce que j'ai tout simplement obtenu, c'est la réalité, divisé par le maximum de ce que je peux avoir, c'est 0,3. Et je vais avoir mon rendement à ce niveau-là, alors qui est égal à 83%. Voilà. Bon, ça c'est très grand. Hein. Ok, généralement c'est aux alentours de 66, 67, etc. Alors très bien, donc j'espère que vous avez très bien compris tout ce qui concerne bien sûr ce chapitre, voilà, donc qui porte sur la formation d'acétate d'éthyle ou ce qu'on appelle aussi l'éthanoate d'éthyle. C'est la même chose, vous pouvez aussi les appeler éthanoate d'éthyle. Donc voilà, je vous souhaite le bon courage et j'espère que vous avez très bien compris et au revoir.